Le rallye Monte-Carlo, la première des 12 étapes de l'Intercontinental Rally Challenge 2010, a posé ses valises donc dans le port de Monaco pour la troisième et dernière étape de ce rallye le plus connu de la planète. Mercredi, les concurrents ont parcouru 144 km de secteur chronométré. Jeudi, ils en avaient un de plus à négocier pour atteindre la fin de la deuxième étape, et aujourd'hui 105 km au programme, avec ce matin la spéciale de Montauban sur Ouvèze, et ensuite le premier tour autour du col de Turini entre Peracava et la Bolène-Vésubie, et ensuite entre Lantosque et Lucéram, deux spéciales durant lesquelles beaucoup de choses se sont passées. D'abord le nouvel effort, le nouveau coup de rein de Sébastien Ogier qui a tenté de reprendre et qui est parvenu à reprendre encore du terrain à Mikko Hirvonen, et puis le Finlandais qui a riposté. On voit ici les voitures ouvreuses qui sont prêtes à partir. J'ai toujours à mes côtés Nicolas Klinger. Avec Nicolas, encore des choix de pneus assez différents, ou c'est plus homogène que lors du premier tour? On voit de tout là. On voit ceux qui veulent continuer à attaquer, on voit ceux qui veulent vraiment terminer le rallye. D'accord, alors une image intéressante, le col du Turini avec pas mal de neige au sol. Pourquoi il y a eu une bataille de boules de neige? Bon, c'est une tradition entre les Français et les Italiens. Bon, le souci c'est qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui sont partis avec des pneus soit mixtes, soit slick, et que fatalement ils vont être en difficulté sur ce virage du col du Turini. La principauté de Monaco qui a donc mis son 31 pour accueillir la 78e édition du rallye automobile Monte-Carlo, avec le retour d'un nom mythique, Burzet, 15 ans d'absence, une absence qui a donc été réparée, et un premier perdant. Alors on va refaire le parcours de ce Monte-Carlo 2010 pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre, avec un premier perdant en la personne de Jan Kopecky, l'un des deux pilotes assurés de faire l'intégralité du championnat du côté de chez Skoda, enfin en tout cas pas l'intégralité, mais en tout cas le championnat pour aller chercher la couronne, pour tenter d'aller chercher la couronne. Jan Kopecky, victime d'une crevaison dès la première spéciale, et qui va perdre 3 minutes dans cette affaire. Le champion en titre de ce Monte-Carlo, Sébastien Ogier, avec à ses côtés Julien Ingrassia, était bien parti, deuxième du classement général à moins de 5 secondes du leader. Et puis dans la spéciale numéro 2, eh bien, il va perdre plus de 2 minutes à cause dans la spéciale numéro 3, pardon, à cause de la neige posée par des spectateurs, et qui va provoquer une sortie de route pour le Français. Qui avait mis de la neige sur la route, et en arrivant en pneu slick, on n'a pas pu l'éviter. Quand on est sorti, on s'est posé, et le temps qui nous aide à sortir, on a perdu 2 minutes. Et au moment donc de débuter la spéciale numéro 4, c'est Stéphane Sarrazin qui a hérité de la deuxième place laissée vacante par son coéquipier. Et à son tour, le Français va être victime d'un coup du sort. Crevaison pour le triple poleman des 24 heures du Mans. 3 minutes de perdu, et Stéphane Sarrazin va tomber au 8e rang. Le temps de changer cette roue crevée et de repartir. Longtemps leader de l'épreuve l'an passé, avant de commettre une faute, Juho Hänninen est parti plus prudemment cette année, et il va conclure la journée de mercredi sur le podium provisoire, mais avec un mauvais choix de pneus dans la dernière boucle du jour. Il va perdre un petit peu de terrain et être repoussé à plus d'1 minute de la tête de course au moment où le rallye conclut sa première étape. On retrouve ensuite Chris Meek qui lui va terminer cette première étape au 2e rang. On rappelle Chris Meek, le champion 2009
de l'Intercontinental Rally Challenge et qui doit faire face au plateau le plus relevé depuis la création de ce championnat en 2006. Plateau relevé par la présence de Mikko Hirvonen, venu faire ses premiers tours de roue en compétition à la Ford Fiesta S2000 chaussée en pneumatique Pirelli, et Hirvonen qui va remporter la première spéciale, qui va même remporter deux spéciales lors de la première étape et qui va construire son avance tout au long du rallye, et notamment lors de cette première journée qu'il va conclure avec près de 42 secondes d'avance sur Chris Meek. Du coup, Chris Meek, jeudi matin, doit attaquer, doit prendre des risques pour revenir sur le Finlandais, et regardez ce qui arrive au champion de l'IRC 2009. Et il a compris avant même la sentence qu'il ne pourrait rien faire, Chris Meek, sur cette place, sur cette portion de verglas. Je suis très déçu. Pour être honnête, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. J'ai simplement fait une erreur stupide et je me suis fait prendre au piège par une plaque de verglas. Je savais qu'elle était là. Je savais qu'on arrivait dessus et j'ai fait une erreur au freinage. En fait, j'ai freiné un petit peu trop tôt et donc j'ai été obligé de relâcher. Et ensuite, quand je suis revenu sur les freins quelques secondes plus tard, c'était trop tard, on était déjà sur la glace et la voiture m'avait déjà échappé. Image superbe dans Saint-Bonnet-le-Froid en compagnie de Stéphane Sarrazin qui va un petit peu trop s'enflammer sur la fin de spéciale. On est dans l'avant-dernier virage de cette spéciale de Saint-Julien. Et la 207 S2000 qui se plante dans un mur de neige. Là encore, il va perdre de très très grosses minutes avant de pouvoir repartir. Et du coup, on poursuit ce résumé avec Stéphane Sarrazin donc en difficulté. Juho Hänninen qui va ensuite remporter une étape. Et Jan Kopecky, on va voir Jan Kopecky qui termine un peu mieux sa journée qu'il l'avait commencé, qui termine mieux la matinée, parce que la journée se termine une fois de plus mal pour Jan Kopecky, deuxième crevaison. Deuxième crevaison, voilà, j'étais un petit peu perdu. Et qui va donc perdre toute chance d'aller chercher le podium. Et puis une image très spectaculaire, Tony Gardemaster, tête à queue à très haute vitesse. Là on est toujours dans l'après-midi de jeudi, c'était en direct et un tête à queue très impressionnant. On apprendra d'ailleurs plus tard qu'il en a fait un deuxième un peu plus loin dans la spéciale. Et finalement il a abandonné ce matin, problème moteur sur la Barthe. Pendant ce temps-là, Sébastien Ogier va faire une très très belle deuxième étape en remportant finalement 3 spéciales sur l'ensemble de la journée, et notamment en terminant cette deuxième journée avec les 2 meilleurs chronos pour revenir au 3e rang du classement général et pour aller mettre la pression sur Juho Hänninen et tenter de se rapprocher du Finlandais. On voit ici les images donc de Juho Hänninen en fin de journée mercredi. Juho Hänninen qui s'est imposé dans une spéciale jeudi plutôt, mais qui va donc être repoussé de nouveau à plus de 40 secondes de Mikko Hirvonen au moment où se conclut la journée de jeudi. Mikko Hirvonen qui garde son avantage. Voilà donc où nous en étions à la fin de la deuxième étape jeudi soir. Ce matin, en venant à Monaco, les concurrents sont allés négocier une spéciale entre Montauban-sur-Ouvèze et Égalaïès, et Sébastien Ogier a enchaîné un 3e temps scratch, 3e victoire de spéciale consécutive pour Sébastien Ogier dans son département. Il nous l'avait prévenu hier soir. Eh oui, il est chez lui. C'était son seul scratch de l'année dernière. C'est vrai. Et là, cette fois, il a largement augmenté son capital. Mais cette victoire de spéciale lui a surtout permis de revenir à moins de 4 secondes de la Skoda de Juho Hänninen et à 48 secondes de Mikko Hirvonen. Bref, le Français est revenu mettre la pression sur les 2 équipages finlandais avant d'aborder la première des 2 boucles autour de Monaco ce vendredi soir. On voit ici Juho Hänninen qui lui a pris le 2e temps dans cette spéciale de Montauban sur Ouvèze, et finalement Mikko Hirvonen qui lui a perdu un petit peu de terrain et qui s'est retrouvé donc avec un capital réduit à 41 secondes par rapport à son plus proche poursuivant au moment d'attaquer la première des 2 boucles
autour de Monaco. On revoit ces images vraiment ce matin, le spectacle était somptueux. Il y avait d'ailleurs, c'est une remarque que me faisait notre confrère d'Auto Hebdo, Eric Briquet, il y avait beaucoup de monde ce matin sur cette spéciale longue d'une trentaine de kilomètres. Et eh bien, il faut dire que ces spectateurs ont eu raison parce que le spectacle était tout simplement sublime. Une météo très agréable, même s'il a fait frais, et du très très beau spectacle. Bah si, effectivement, on peut justement, Eric Briquet qui nous a rejoint dans la cabine. Eric, du grand et beau spectacle encore ce matin et je dirais depuis le début de ce rallye. Hein. Oui, c'est vrai, la première spéciale ce matin était à l'image de l'Ardèche, à savoir très gelée. Et alors justement, gelé, c'est le cas pour les espoirs de Franz Mittmann que l'on a vu. Alors là, on était en direct tout à l'heure dans la spéciale numéro 13 avec le jeune Autrichien qui s'est fait piéger et qui malheureusement va voir son très très beau parcours s'arrêter là. Il était en place pour une bagarre autour de la 6, 7, 8e position et il s'est fait piéger. Ce premier passage au col du Turini avec donc une victoire de spéciale pour Sébastien Ogier dans la spéciale du Turini. Et ça faisait donc 4 succès de suite pour le Français. Et dans la deuxième spéciale entre Lantosque et Lucéram, c'est Stéphane Sarrazin qui avait pris une option pneumatique et qui, malgré un problème de boîte de vitesse puisqu'il n'avait plus de premier rapport, est parvenu à réaliser le meilleur chrono. Ça fait partie du spectacle des pilotes qui font des paris sur les pneus et qui s'imposent. C'est la tradition du Monte Carlo en fait qui s'applique une fois de plus cette année, à savoir depuis le départ des paires de spéciales ou des triplettes, puisqu'il y a eu lors de la deuxième journée des tours à 3 spéciales avec à chaque fois des conditions différentes. Donc il fallait faire des compromis sur chaque spéciale. Jamais à aucun moment un pilote pouvait dire qu'il avait les bons pneus sur l'ensemble d'une boucle. Et on l'a vu tout au long de ces 2 spéciales avec voilà, des pilotes qui se retrouvent sur des œufs à certains moments. Et ce fut le cas notamment pour Nicolas Vouilloz qui... on l'a senti plutôt assuré et je crois que c'est la tendance qui va encore se confirmer. On y reviendra puisque Nicolas Klinger est son ancien copilote et il le connaît plutôt pas mal. Alors qu'on est à 8 minutes du départ de la spéciale numéro 14. Voilà. Après il y a aussi l'angoisse de pas aller au bout parce que bon, c'est bien d'être passé au Turini, mais il faut aller jusqu'à l'arrivée de ce Monte-Carlo. Oui, ça serait dommage effectivement d'abandonner si près du port, si près de l'arrivée, mais on le sait, jusqu'au bout, ce rallye va être très difficile, avec beaucoup de pièges. Le gel apparaît au cours de cette boucle vraiment tardive par rapport au premier tour, et ça va être ça, je pense, la clé de ce deuxième tour, c'est encore les conditions de route. Alors, 46 secondes 1 d'écart entre Mikko Hirvonen et Sébastien Ogier au classement général. Est-ce que d'après vous, Sébastien Ogier peut aller refaire ce retard sur le Finlandais? Sans une faute du Finlandais, ça paraît difficile si on se base sur justement les résultats du premier tour, sachant que Sébastien a attaqué, n'a pas fait de faute et se retrouve quasiment avec un écart identique, 46 secondes, on ne peut pas dire qu'il y a eu un avantage pour l'un pour l'autre. Donc prendre 46 secondes sur les 2 spéciales, je crois que c'est possible uniquement si Hirvonen fait une faute, mais on sait qu'il n'en fait pas, c'est ça le problème. Alors justement, on s'est posé la question entre nos 2 directs. Ça fait combien de temps que Mikko Hirvonen n'est pas parti à la faute et qu'il n'a pas été éliminé d'un rallye suite à une faute de pilotage? Et il faut retourner dans les archives complètement, Gilles. Alors j'ai plongé justement, je suis allé chercher, et pourtant ce qui est rare, on devrait s'en souvenir normalement. Quand on fait une faute on s'en souvient, mais là non, on s'en souvient pas. Tout simplement, la dernière faute c'était un tonneau, c'était dans Sweetlamb en 2008, Pays de Galles, à la sortie d'un guet, il part en tonneau et il termine ce rallye quand même, mais 8e alors qu'il jouait le titre face à Sébastien Loeb. Sinon dans ces classements on a une 13e place en Corse en 2007. Ça par contre j'ai un petit trou. Moi, il me semble qu'il avait touché. Mais sinon une statistique toute simple, de 2006 à 2009, 4 ans officiels chez Ford, il n'abandonne qu'à 3 reprises en 4 saisons, dont 2 fois problème moteur et une seule sortie de route. Oui, et encore c'était une petite touchette qui a tordu l'arceau de sécurité et les commissaires sportifs ont dit non, vous ne repartez plus. La voiture avait quasiment rien sauf l'arceau qui était sous le siège baquet légèrement plié. Donc voilà. Bref, les statistiques ne plaident pas vraiment en la possibilité d'une erreur de Mikko Hirvonen. 46 secondes 1, on vient de le voir, d'avance sur Sébastien Ogier, 1 minute 25 sur Juho Hänninen, ensuite 2 minutes 47 pour Nicolas Vouilloz qui se retrouve un petit peu isolé. Donc on
on va sans doute jouer le choix de la sécurité. Puis il y a un groupe très intéressant à suivre pour cette deuxième boucle. La bagarre pour la 6e place avec des pilotes qui vont jouer le titre IRC. Kopecky, Wilks, Magalhães qui se tiennent les 3 hommes en 8 secondes. Là, ça sera vraiment très intéressant. On va quitter quelques instants les moteurs rougissant un petit peu de douceur, messieurs, en compagnie de Louise Beckett dans le service d'assistance de l'équipe Skoda avec Pavel Ortek. Comment est-ce que vos pilotes et Juho va aborder cette deuxième boucle? Je pense qu'il va partir plutôt dans une option sécuritaire. L'objectif, ça sera effectivement de rouler prudemment dans les 2 dernières spéciales, revenir ensuite à Monte-Carlo. Voilà, l'idée c'est vraiment de conserver cette place sur le podium. C'est vraiment ce qu'on lui a demandé de la part de l'équipe. C'est logique, hein. Mikko Hirvonen, Sébastien Ogier ne sont pas des pilotes qui vont faire l'ensemble du championnat intercontinental Rally Challenge. Juho Hänninen est le premier d'entre eux. Il a tout intérêt à assurer ses points qui peuvent s'avérer précieux au terme de la saison. D'autant plus que Chris Mick, qui apparaît être son plus grand rival, hein, le champion en titre, marque 0 points. Ici, c'est un score vierge, donc très mauvais début de saison. Donc normal pour Hänninen. Un homme qui doit avoir la pression, Malcolm Wilson, le patron de Mikko Hirvonen, le patron de cette équipe M-Sport. Est-ce qu'il va rester calme? Historiquement, Mikko est un pilote très fiable, très calme. Je me rappelle de sa première victoire en Australie, il était sous pression. Mais il adore être dans cette position. Si vous regardez ce qu'il a fait l'an passé, tous ses records, il a terminé sur le podium sur toutes les épreuves du championnat auquel il a participé. C'est vraiment un pilote très fiable. Il a l'habitude de ce genre cette pression, donc j'espère que ça se passera bien. Mais cela dit, on est sur le Monte-Carlo et on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut toujours faire une erreur, même dans la toute dernière spéciale, il faut garder les doigts croisés. Est-ce qu'il avait déjà passé le Turini auparavant? Je ne crois pas qu'il l'ait fait de nuit. Peut-être, mais voilà, il l'a déjà passé une première fois tout à l'heure, donc quoi qu'il arrive, il a pris ses marques et il fera le travail. Voilà donc l'avis de Malcolm Wilson. Il fait presque -4 au col du Turini. Attention quand même, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. On marque une pause et on revient en direct pour le départ de la spéciale numéro 14. Et nous sommes à un peu plus d'1 minute du départ de la spéciale numéro 14 du Monte-Carlo 2010. Dans 1 minute sera donc donné le coup d'envoi de cet avant-dernier secteur chronométré pour Jean-Sébastien Vigion et Stéphane Prévost. Juste avant cela, un petit coup d'œil sur le profil de cette étape entre Perakava et la Bolène-Vésubi. Nicolas Klinger, une spéciale, on l'a vu, très délicate avec le passage de ce fameux col du Turini. Oui, alors d'après toutes les infos qu'on a, il n'y a pas de grosse évolution sur le plateau. On n'a pas plus de neige, pas moins de neige, pas plus de givre non plus. On va retrouver plus ou moins, et même certainement, le même profil de spécial qu'au premier passage, aussi bien entre Perakava et la Bolène que entre Lantosque et Lucéram. On voit qu'on a perdu 2 degrés par rapport à tout à l'heure. Ça va pas suffire pour faire de la glace pour faire du givre ou du verglas supplémentaire. Alors juste un mot sur les pneumatiques. Forcément un petit peu moins de surprise. Alors tout le monde sauf Vouilloz et Hänninen sont partis avec des pneus, on va dire des pneus asphalte. Il y a uniquement Vouilloz et Hänninen qui sont repartis avec des pneus neige. Les 2 pilotes Skoda qui ont décidé d'assurer totalement. Allez, on va se faire quelques secondes en compagnie de Jean-Sébastien Vigion et Stéphane Prévost sur cette spéciale et cette montée vers le col du Turini avec les notes annoncées par le célèbre copilote belge du jeune français. On entend bien le neige spectateur, hein, ça c'est la important. précision de Stéphane. Le travail des ouvreurs qui sont passés dans la spéciale et qui ont repéré effectivement un petit peu de neige jetée par... Et on l'entend, il le redit encore une fois. Là, on voit ces zones, on voit au bord de la route un peu des groupes de spectateurs et forcément
les ouvreurs sont obligés, en plus de ce qu'ils voient sur la route, d'imaginer en voyant des groupes de spectateurs que il y a des risques. On voit les portions enneigées quand même. On a eu également une information de la part de Jean-Pierre Nicolas qui lui se situe au col du Turini, qui a eu une grosse bataille de boules de neige entre les Français et les Italiens. C'est une tradition qui est d'ailleurs tradition à laquelle se sont joints pas mal de spectateurs tchèques et qui, bien pour lutter contre le froid, se sont mêlés donc à la bagarre de boules de neige et au final il y a pas mal de neige sur le passage du Turini, donc il faudra faire attention pour tous ces pilotes qui sont en pneus soit slick soit voilà, c'est slick mixte. La plupart sauf de nouveau Stéphane Sarrazin sont partis avec des slicks retaillés ou des pneus mixtes. Stéphane Sarrazin, lui, est parti avec des pneus slick. Il a décidé d'essayer d'exploiter maintenant. Encore un pari audacieux pour le Français. Cela dit, il n'a pas grand-chose à perdre, donc il a raison de tenter le coup pendant ce temps-là. C'est Bruno Magalhães, le jeune Portugais qui s'élance. Alors on parlait de cette bagarre, c'est la bagarre au classement général entre Kopecky, Wilks et Magalhães. Magalhães, il est 8e du classement général avec 8 minutes 41 de retard sur Hirvonen et il a 8 secondes de retard sur Jan Kopecky qui est 6e. Donc là, il y a 2 points à aller chercher en 8 secondes sur l'ensemble d'une boucle qui fait 41 km de spécial. C'est largement à sa portée. Mais on l'a vu aussi avec Franz Wittmann, on peut strictement tout perdre en quelques mètres. Ça va vite, hein. Ça va très vite. C'est vrai que Franz avait le mauvais choix de pneus dans la deuxième spéciale de tout à l'heure. Et effectivement, on a aussi vu dans les images que la spéciale était très étroite. On avait un mur de pierre, la montagne et un mur de pierre. On n'avait pas d'échappatoire. Le manque d'expérience. Une petite dérobade du train avant de Franz Wittmann qui lui a fait toucher tout d'abord à l'avant. Et ensuite, on a appris en discutant avec son équipe d'assistance que la voiture a touché aussi à l'arrière, et ce qui a créé une rupture du bras ou du triangle arrière. Voilà. Alors on va faire le point également avec notre confrère Eric Briquet. Tout cela, j'imagine qu'on va le revivre dans les pages d'Auto Hebdo de la semaine prochaine. Oui, effectivement, je dirais pas un numéro spécial, mais quand même une très belle couverture, environ 14 pages, avec quasiment une réunion de rédaction chaque jour, parce que il y a eu tellement de changements. Alors une fois, il y a beaucoup de monde de votre titre. C'est un peu aussi une tradition, ça, de se déplacer en force sur le rallye Monte Carlo dans le groupe Hommel. Et donc voilà, tous les jours on se disait tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme article leader. Alors une fois c'est sur Ogier parce qu'on pense qu'il va gagner, une fois ça change, bref, là on sait pas trop. On attend ce soir pour vraiment savoir comment on va articuler tout ça, mais un grand plaisir, en tout cas un grand régal. Bon, en tout cas merci beaucoup d'être passé nous voir et on ne manquera pas de suivre ce que vous nous avez préparé, concocté la semaine prochaine. C'est mercredi que ça sort. Tout à fait, mercredi, puis tout au long de la saison IRC, puisque je crois qu'on est un des rares magazines à vraiment couvrir l'ensemble du championnat IRC. En tout cas vous le faites très très bien. Merci beaucoup Eric, et puis très très bientôt de toute façon, soit derrière un micro, soit au travers de vos colonnes dans Auto Hebdo. Pendant ce temps-là, c'est parti pour Jan Kopecky. On le disait, Jan Kopecky 6e du classement général. Alors lui, il a 7 secondes 2 d'avance, c'est ça, si je ne me trompe pas. 7 secondes 2 d'avance sur Bruno Magalhães. Alors, on a vu que Vouilloz et Hänninen étaient partis dans des options très 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 sécuritaires. Donc les deux pilotes Skoda. Kopecky est le 3e pilote Skoda, lui, et il est parti dans une option un peu plus risquée. On va dire il est dans le degré juste inférieur à ses pilotes, à ses deux coéquipiers, puisqu'il est parti en pneu mixte retaillé. Donc c'est-à-dire ça c'est quasiment un pneu pluie. Et ensuite il a 2 pneus slick dans le coffre pour la spéciale d'après qui elle sera complètement sèche. Donc on explique le principe, ça veut dire qu'entre les deux spéciales, il va prendre les 2 pneus slick qu'il a dans le coffre et il va les monter soit à l'avant soit à l'arrière. Normalement c'est à l'avant pour la traction et le freinage. Oh, ça part un peu là. Oui, mais Jean-Sébastien Vigion, il est en slick, là il est en pneu sec, en pneu sans sculpture pour rouler sur la neige. Donc on voit forcément que c'est difficile. Et là il réattaque le passage sur le Turini. Oh oui, ça se balade beaucoup. Alors on va avoir l'avis là de Guy Fréquelin. On sent quand même que c'est quand même sur des œufs. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la particularité du Monte Carlo, c'est qu'à aucun moment on a les bons pneus pour tous les terrains, puisqu'on passe de la neige à la glace, au sec, à l'humide, au givre. Donc on n'a jamais les bons pneus à tous les moments. Voilà l'homme qui prend le plus
plus gros pari sur cette dernière boucle, des pneus slick pour Stéphane Sarrazin. Qu'importe la neige mise sur la route par les spectateurs, qu'importe les températures négatives, Stéphane Sarrazin qui a donc remporté la spéciale entre Lantosque et Lucéram, la spéciale numéro 13, hein, la dernière qui a été disputée avant que nous laissions la main pendant quelques temps au football et avant de reprendre la main. Le but, c'est sans doute de remporter les 2 derniers chronos, se faire plaisir, aller faire du spectacle, parce que de toute façon c'est clair que terminer 5e ou ne pas terminer pour la carrière de Stéphane Sarrazin, ça change rien. Ça veut dire que s'il gagne les 2 derniers chronos, ça veut dire qu'il a les bons pneus et que les autres sont un peu timorés sur le choix des pneumatiques. Ah oui, on peut aussi voir les choses comme ça. Mais d'un autre côté, effectivement, mais bon, après chacun voit. Bien sûr, non mais en fonction bien entendu de son classement, de l'objectif, d'où il en est, il est bien évident que il n'a rien à perdre. Oh là là, c'est délicat aussi pour Bruno Magalièche qui approche du Turini lui aussi, et forcément plus on monte, plus il fait froid, plus on voit la piste envahie par la neige et les traces de verglas, alors que les caméras embarquées ont un petit peu de mal. Voilà, on le voit, il arrive, et ça mouline hein, du côté de la Peugeot 207 de Bruno Magalièche, mais il faut quand même prendre quelques risques pour essayer de repasser devant Guy Wilkes. Et oui, n'allez pas croire qu'il assure, hein, c'est simplement que c'est très difficile. Ouais, c'est sûr qu'il préférait une piste en terre ou même, oui, effectivement du sable. Ouais. Il s'en sort pas mal quand même, Bruno Magalièche. C'est sûr que c'est très compliqué. Conduire sur la neige avec des pneus slick ou des pneus mixtes, c'est vraiment pas évident parce que ce sont vraiment des pneus qui ne sont pas adaptés à ça. Allez, départ de la spéciale pour Guy Wilkes. Alors lui, il est intercalé entre Kopecky et Magalièche. Autrement dit, il est au beau milieu de cette énorme mêlée pour la 6e place. Bruno Magalièche qui est dans une équipe où il y a un membre que vous devez peut-être connaître, Carlos Barros, qui avait participé à la grande aventure Peugeot. Vous avez côtoyé Carlos Barros pendant de longues années. Tout à fait. C'est important, on le voit, hein, d'avoir souvent des copilotes d'expérience et des gens d'expérience dans l'équipe. Vous avez été une des pièces maîtresses, vous avez été la pièce maîtresse de Citroën pendant des années. Carlos Barros, pouvez nous en dire un mot? C'est un garçon qui était mécanicien à l'époque de Talbot Sport, Peugeot Talbot Sport, et à l'époque de Talbot, quand Jean Todt était mon coéquipier, Carlos était notre mécanicien en reconnaissance et bien sûr était en assistance sur tous les rallyes. Là on sent quand même le savoir-faire de Jan Kopecky sur ces pistes un petit peu délicates, malgré sa monte pneumatique qui n'est pas idéale, hein. Bon, il a des slicks qui sont des pneus mixtes qui sont découpés. On sent bien hein, là toute la progressivité dans le travail de l'accélérateur. Oui, Yann qui est justement qui est quand même avec les pneus à la limite pour cette spéciale qui seront le meilleur choix, je pense. Ouais, ou les moins inadaptés. Bon, en tout cas, on voit que c'est quand même un sacré spectacle. Alors on a beaucoup parlé hein, parce que là il y a pas mal de pilotes étrangers, donc on n'entend pas encore bien les notes en français. Dès qu'on aura un peu plus de caméras embarquées, notamment avec Nicolas Vouilloz et Benjamin Veillas au second plan, ou avec Stéphane Sarrazin qui s'était lancé en compagnie de Jacques-Julien Renucci, ou alors bien sûr évidemment avec Sébastien Ogier et Julien Ingracia, on profitera de ces caméras embarquées pour entendre de nouveau le travail ô combien précieux de ces copilotes. Et on est revenu dans la voiture de Bruno Magalièche qui est dans la descente. Allez, on est revenu à bord de la voiture de Nico Vouilloz. Ça, c'est des spéciales même c'est des routes que vous connaissez par cœur, Daniel Elena. C'est sûr, j'ai grandi là-haut, donc je connais vraiment très bien le moindre virage. Alors,
On a entendu tout à l'heure Stéphane Prévost insister neige, spectateur. Ça veut dire qu'il y a des ouvreurs de leur équipe qui sont passés dans la spéciale, qui ont noté des endroits un petit peu délicats. Comme on voit là, exactement où il est, là, il est juste avant le dernier droit avant le plateau. Sarrazin, il est en slick. Ouais, donc ça, c'est le dernier droit avant le plateau. D'ailleurs, on le voit, il arrive sur le plateau. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de neige sur les côtés. C'est sûr que ça va être une portion de 500-600 mètres à traverser. C'est comme sur de l'huile, on le voit, il assure très bien. Bon, après, plus ça va descendre, plus ça va s'améliorer. Mais bon, on sait très bien qu'il y a des portions comme ça, et c'est des grands moments de solitude quand ils sont derrière le volant. Mais quelque part, on s'en remet totalement au travail de ces ouvreurs, parce que... en fait, Monte-Carlo, il y a deux trucs. C'est que c'est sûr que les ouvreurs sont très très importants, c'est même primordial. Parce que sinon il y aurait déjà beaucoup moins de voitures ce soir au départ de la dernière étape. Après il y a l'expérience qui paye. Quand on voit un groupe isolé de 2-3 spectateurs et qui vous encourage et qui vous fait signe d'accélérer et d'y aller, en général vous êtes sûr à 99% qu'il y a une plaque de neige derrière, parce que c'est le jeu quoi. Et alors c'est le Monte-Carlo. Les pilotes, en plus de regarder la route, regardent les spectateurs. Comment ça se passe? Je sais que moi, dans la voiture, j'étais toujours à l'affût, parce que on l'a très bien vu, ça a déjà fait plusieurs fois. On se rappelle, c'est en 2007 où il y a Marcus. Non, c'est pas en 2007, c'est en 2005 où il y a Marcus et Peter qui tapent justement le premier droite après le plateau du Turini, où c'était la neige rapportée par les spectateurs, et voilà, et la course s'était arrêtée là, quoi. Allez, Nicolas Vouilloz qui lui est en pneu neige donc. Bon, c'est plutôt lui qui serait le mieux, comme Juho Niinen sur la partie haute. On voit qu'il travaille bien. Le truc du Turini, c'est que c'est galère sur 3-4 km. Après, il faudra regarder le temps global, c'est toujours pareil, quoi. Alors, on a compris que Nicolas Vouilloz avec un bon chrono pour Stéphane Sarrazin qui n'est qu'à 2 secondes 3. Effectivement, Nicolas, vous insistez sur la performance réalisée par Stéphane Sarrazin, on le rappelle, avec des pneus slick. Ouais, Stéphane qui avait dit qu'il partirait le couteau entre les dents, d'ailleurs les deux pilotes Peugeot, puisque Sébastien Ogier aussi veut partir le couteau entre les dents. Mais Stéphane qui vient de passer la partie la plus enneigée de la spéciale en slick, avec 2 secondes 3 de retard. Qui a uniquement 2 secondes 3 de retard sur Kopecky. Ah oui, tout à fait. Et surtout que maintenant, il va attaquer les 10 km de descente où les pneus vont être vraiment mis à mal. C'est 2 km à passer. D'autant plus que l'épreuve spéciale du Turini, surtout quand on arrive de Père-à-Cave, c'est une route qui est très large. Alors donc on peut se permettre avec des slicks de faire des dérives qui sont quand même beaucoup moins dangereuses que sur des routes très étroites où on est tout de suite, où la sanction est immédiate, soit le fossé, soit le mur des neiges. Alors on va s'intéresser maintenant au cas de Juho Hänninen, et c'est un cas important parce que, on le rappelle, Juho Hänninen qui a perdu maintenant du terrain par rapport à Sébastien Ogier pour la 2e place est sans doute tenté, on l'a compris en écoutant les paroles de Pavel Ortek, d'assurer cette 3e place, car il est le mieux placé des pilotes qui joueront le titre Intercontinental Rally Challenge. C'est donc parfaitement logique si le Finlandais pense maintenant à conserver cette 3e place plutôt que de tenter une attaque kamikaze pour aller chercher une hypothétique 2e position. On voit que ça passe bien aussi du côté de Jan Kopecky. Non, là c'était Nicolas Vouilloz, c'était vraiment le mieux armé pour passer ce virage. Le virage vraiment. Oh, alors qu'on nous annonce une nouvelle très très importante et assez surprenante qu'on va mettre pour l'instant au conditionnel. On n'a pas d'explication pour le moment, mais apparemment Sébastien Ogier ne prendrait pas le départ de cette spéciale. Il doit sans doute avoir un souci. Sébastien Ogier qui était reparti de la zone d'assistance installée à Monaco pour négocier ces 2 spéciales, et il a dû se passer quelque chose à bord de la Peugeot du Français. On attend de plus amples informations. On revient à bord de la voiture de Juho Hänninen. Guy Fréclin, on entendait tout à l'heure Pavel Ortek dire que maintenant le choix le plus intelligent pour Juho Hänninen, c'était de conserver cette 3e place
dans l'optique du championnat, vous comprenez ce choix? Bien sûr, c'est tout à fait légitime. À partir du moment où il ne joue pas que sur le Monte-Carlo, il y a un certain nombre de pilotes qui sont venus sur le Monte-Carlo pour gagner, ou de marques qui sont venus pour gagner le Monte-Carlo. Lui, il joue un championnat, donc il n'a pas du tout le même objectif. Donc ça se comprend tout à fait qu'il ait envie d'assurer cette 3e place. Ben voilà, un homme qui est venu justement pour gagner le Monte-Carlo, parce qu'il en a été empêché pendant des années et des années par un certain Sébastien Loeb et Daniel Elena qui se trouve juste derrière moi. Mikko Hirvonen parti à l'assaut une 2e fois du col du Turini. Alors on a une petite précision, il semblerait que l'abandon de Sébastien Ogier soit d'ordre mécanique. Alors pour l'instant on est un petit peu surpris par cette nouvelle. Mais effectivement on l'a pas vu partir, hein. On a vu partir Juho Hänninen, on a vu partir Mikko Hirvonen, mais on n'a pas vu, on n'était pas dans la caméra embarquée, on n'a pas vu le départ de Sébastien Ogier dans la spéciale. Bon, on va essayer d'en savoir plus et on a quelques bons informateurs autour de nous qui vont nous donner des nouvelles très rapidement. On va tout de suite savoir si c'est vrai avec les temps de Hirvonen. Si Hirvonen lève le pied, on aura vite compris que Sébastien n'est pas derrière. Alors que les premiers temps de la spéciale tombent, donc Jean-Sébastien Vigion et Bruno Magalhaes qui vient de terminer la spéciale. Ouais, avec Bruno Magalhaes qui... alors j'ai pas vu s'il avait fait plus. Non, il est un peu... Oui, donc c'est malheureusement confirmé pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia qui rééditeront pas leur exploit de l'année dernière. Abandon, problème mécanique sur la liaison avant le départ de la spéciale. On essaiera d'en savoir un petit peu plus. Ouais, c'est dommage hein, pour ce final parce qu'on aurait bien aimé voir un dernier show Sébastien Ogier parce que là forcément il aurait sans doute tout donné pour tenter d'aller chercher, en tout cas de mettre une dernière fois la pression sur Mikko Hirvonen qui va sans doute avoir maintenant le loisir d'assurer. C'est important également pour Juho Hänninen avec qui on est parce que cet abandon ça lui rapporte 2 points et cette 3e place. Voilà, on voit là il y a vraiment de la neige hein. Les spectateurs doivent avoir des bulldozers, c'est pas possible. En tout cas, c'est clair que Hänninen, au lieu de marquer 6 points, va en marquer 8 mine de rien et il vient de gagner une place. Tout à fait, ce qui prouve bien qu'il avait raison d'assurer et comme quoi en sport mécanique et en rallye particulièrement, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on n'a pas gagné. Du coup, on se retrouve provisoirement avec les 2 Skoda, Juho Hänninen et Nicolas Vouilloz sur le podium. Voilà. Nicolas qui refait son apparition au détriment d'un autre Français, mais qui refait son apparition sur le podium. Exactement. Pour l'instant, là, Jan Kopecky qui vient d'améliorer la référence au pilote Skoda. On parlait des pneus. Hein. Nicolas Vouilloz, qui est un des seuls pilotes à s'être élancé en pneus neige, 20 secondes plus vite au col du Turini, forcément. Et oui, c'est logique. La partie enneigée. Ouais, mais attention à Juho Hänninen qui vient de passer devant. Bah oui, ils ont les mêmes intermédiaires avec une les fois mêmes de plus, pneus. Depuis le début de la course, on se rend compte que les pneus entre Juho Hänninen et Nicolas Vouilloz sont quasiment similaires à chaque tour. Mais ça tombe très bien qu'on parle du cas de Nicolas Vouilloz parce qu'on va recevoir Jean-Marc Prince. Le directeur de Skoda France qui va nous parler de l'avenir peut-être de Nicolas Vouilloz qui est en train mine de rien de terminer sur le podium. On va écouter d'abord Jan Kopecky. Ouais, voilà, Jan Kopecky qui dit voilà, pour l'instant j'ai le meilleur chrono mais j'ai sans doute pas les meilleurs pneus. À mon avis Nicolas et Juho auront des gommes pour aller chercher la victoire dans cette spéciale. Alors en compagnie de Jean-Marc Prince. Non, donc c'est Cédric Journel qui nous a rejoint. Vous avez milité pour avoir Nicolas Vouilloz au départ de ce rallye avec une Skoda sous les couleurs de Skoda France. Est-ce que l'opération va se renouveler? Est-ce qu'on va revoir Nicolas Vouilloz au volant d'une Skoda? Voilà, la première chose c'était quand même de faire un test ici sur le Monte-Carlo. Il y avait 2 objectifs. Le premier c'est la participation de Skoda France éventuellement en fonction d'un certain nombre de critères sur la saison 2011 avec une voiture officielle et puis bien entendu sur 2010. Alors en plus le résultat est très bon, donc de voir si on pourra refaire 1 ou 2 manches d'ici la fin de la saison. D'accord, alors là on a vu que Stéphane Sarrazin avait fait mieux que pour l'instant tous ses rivaux, notamment Jan Kopecky avec des pneus slick hein. Il a vraiment fait dans la descente un véritable festival. Stéphane Sarrazin, on va écouter
Vous semblez vraiment en forme hein, ce soir. Oui, la voiture va bien, on a fait les bons choix de pneus, donc je suis plutôt content. Quelle va être la stratégie pour la dernière spéciale? Continuer à attaquer ou alors se calmer un peu? Oh, on a essayé d'attaquer un petit peu. Dans certains virages, il fallait être très très prudent. Voilà, bon, oui, visiblement, on se soucie pas trop des points avec Mikko Hirvonen, oui, qui prend cette dernière spéciale avec beaucoup de précautions. On le voit assuré. C'est normal, hein, puisque Sébastien Ogier n'a pas pris le départ. Juho Hänninen assurant lui de son côté, il ne prend aucun risque. Ça veut dire même 2 Skoda sur le podium, puisqu'on parlait de Nicolas Vouilloz, mais il y a quand même une bonne opération pour Skoda sur ce Monte-Carlo. C'est une très belle opération. Avant les étapes de ce soir, enfin avant les spéciales de ce soir, on a quand même pris la décision d'être assez conservateur sur les pneumatiques. Il fallait au moins une voiture sur le podium avec Hänninen. La stratégie, c'était de jouer les points pour la suite du championnat. Bon, là, c'est bien entendu la mécanique qui a décidé, mais au final, ça fait un beau résultat avec 2 et 3. Et vous l'avez dit justement, la spéciale n'est pas encore terminée, donc on va essayer d'aller au bout. Oui, je sens quand même un petit peu de tension là autour. Oh, et regardez si c'est pas terminé avec des pilotes qui sont un peu plus loin dans le peloton, et notamment Orsak hein, qui est en train de remonter lui au fur et à mesure des abandons. Il doit être maintenant 9e, le Tchèque qui lui pour le coup se fait plaisir. Alors on n'a pas la monte pneumatique de Orsak, mais bon au moins on voit que le spectacle se fait également avec les voitures qui sont un peu plus loin dans le classement. Ça veut dire aussi qu'en l'état actuel des positions, Skoda s'installerait en tête du classement des constructeurs à l'issue de cette première épreuve. On s'installe en tête. Avant le début de la spéciale, il y avait 4 voitures dans les 10 premiers, donc c'est sûr que pour l'équipe c'est très important. Puis pour la perspective du championnat, c'est pas négligeable. Donc on va voir, il reste encore quelques kilomètres, on va essayer d'aller au bout comme ça. Ce sera une bonne première étape. Guy Wilkes qui en termine avec le 4e chrono. Alors là, avec une Skoda engagée par la filiale britannique. Est-ce qu'il y a une émulation entre les différentes filiales du groupe dans l'aspiration quelque part de l'entité mère? Bon, il y a une déclinaison sur les championnats nationaux. Sur l'IRC, les Anglais sont les premiers à venir avec un pilote. Nous, on essaye un petit peu de monter le programme pour Nicolas. Donc il peut y avoir une petite rivalité entre les filiales. Bon, en tout cas, nous on est pour revoir Nico Vouilloz dans une Skoda. Alors on va écouter Guy. Vous êtes 4e dans cette spéciale. C'était très très difficile. Ouais, franchement très compliqué. Maintenant de toute façon on n'a plus trop à se bagarrer, donc on va essayer de garder notre place et de continuer jusqu'à l'arrivée. Voilà pour Guy Wilkes qui nous confirme effectivement son sentiment là aussi assez sécuritaire. Bon, alors il va falloir qu'on fasse le point après sur cette bagarre entre Kopecky, Wilkes et Magalhães. On va remercier Cédric Journel de nous avoir rejoints parce qu'il va falloir qu'on termine cette spéciale avec Vouilloz qui arrive ici. Voilà, 2e temps pour Nico Vouilloz. Et c'est pas mal sous vos yeux. Bon, ça fait une spéciale de moins à parcourir et les 4 Skoda sont sortis de la spéciale. Vous allez pouvoir respirer un tout petit peu. Bon, maintenant c'est le moment d'aller prendre un petit verre. Bon, alors attention, pas trop, modération. Sans alcool. Un verre de café chaud, ça ira très bien. Exactement. Pour la dernière spéciale, il va falloir être en forme. Il y a des choses à fêter quand même ce soir du côté de chez Skoda. Même si pour l'instant la plus haute marche, elle n'est pas encore là, mais bon, peut-être à la prochaine tentative. On va écouter Nico Vouilloz. Vous vous sentez plus à votre aise? Ouais, c'est toujours plus facile quand on passe la deuxième fois dans une spéciale, donc j'ai essayé d'être vraiment propre. Il y a des spectateurs qui ont mis beaucoup de neige après le passage sur le haut du Turini. J'espère que pour les autres ça se passera bien. Mais c'est vraiment une belle spéciale. Bon, avec les pneus neige sur l'asphalte c'est pas formidable, mais en tout cas c'est une très très belle spéciale. Bon, il a l'air assez détendu, Nico Vouilloz. Bon, on va poursuivre parce que maintenant il faut Hänninen et Hirvonen. Merci en tout cas Cédric Journel d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouvera très très vite, j'espère, sur les spéciales de l'IRC avec la Skoda de Nico
Nicolas Vouilloz. Après on verra si vous nous revolez notre consultant précieux avec lequel, je vais le dire tout de suite et je le répéterai quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir à commenter pendant 13 heures presque. Bon, allez, on en est à 12, il nous en reste encore une à faire. Ce Monte-Carlo 2010. Nicolas Klinger, la spéciale là, qui est en train de se jouer pour Juho Hänninen, peut être déterminante pour sa saison 2010. Ah bah là Juho, c'est sûr que en rentrant comme il est maintenant, ce soir il sera en tête du championnat. Enfin, parce qu'on sait que Mikko Hirvonen ne continuera pas en IRC. Il a je pense, d'autres chats à fouetter pour le reste de l'année, même si on espère bien le revoir. Oui, il a un gros matou même à essayer d'aller le péter. Je voulais juste revenir quand même à ces histoires de choix de pneus. Oui. Parce qu'on voit, là on a nos deux pilotes français quand même, hein, qui sont en tête de la spéciale, avec les choix les plus extrêmes. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça arrive dans les spéciales. Stéphane Sarrazin qui est parti avec 4 pneus slick, mais vraiment sans aucun cut, sans rien. Et Nicolas Vouilloz qui est parti en pneu neige. On a vu qu'il a vraiment pu exploiter sur le début de la spéciale, sur les parties enneigées. Il a joué de confiance et il a vraiment pu exploiter ces 4 pneus on va dire, en 4 km. Sur les 4 km de neige qu'on retrouve sur la première partie de la spéciale, on a vu qu'il avait pris 20 secondes d'avance au col du Turini. Il a dû rouler, je pense, dans la descente qui doit commencer à connaître aussi au fil des passages. Mais Stéphane qui était lui en pneu slick, Nicolas en pneu neige, au final on voit qu'entre les deux voitures il y a 2 secondes. Mais ça veut dire que pendant un Monte-Carlo, on parle pneu, on respire pneu, on pense pneu, on dort pneu. Ça me rappelle une épreuve spéciale de Saint-Geniès de 38 km avec Jean Ragnotti en 1978 avec les R5 où on s'est retrouvé à faire le même temps. Lui était en pneu clouté et moi en racing clouté. Donc ça prouve bien qu'à un moment donné, les choix se croisent, c'est obligé. En fait, je pense que Guy, vous allez être d'accord avec moi, il faut exploiter les pneus au moment opportun. Et ce que Nicolas est bien arrivé à faire, 20 secondes sur les 5 premiers kilomètres, et Stéphane, voilà, les 20 secondes, il les a récupérées dans la descente. Allez, l'arrivée, pardon messieurs, de Juho Hänninen. Lui en pneu neige. 4 pneus neige, Juho Hänninen. Ouais. Meilleur temps vraiment. Et oui, 7 secondes de mieux par rapport à Stéphane Sarrazin. Par contre, il risque d'être un petit peu moins bien que le français sur la spéciale suivante ça, qui, elle, sûr, hein. Là c'est sûr que ça va beaucoup plus sèche. Il faut le voir sur l'ensemble des deux spéciales. Effectivement, sur cette épreuve spéciale où il y a de la neige, des pneus neige pouvaient être le meilleur choix, mais il faut le voir sur l'ensemble des deux épreuves spéciales. C'est vraiment ce qu'on dit depuis le début de la course. Hein. On n'arrête pas de parler de pneus. Exactement, oui, mais c'est là que se joue. C'est le compromis entre les deux épreuves spéciales. Juho Hänninen, ouais, ça s'est bien passé. Il y a des spectateurs qui ont mis énormément de neige sur la route, c'est stupide. Avec des pneus slick, ça doit vraiment être très très dangereux. Vous savez que Sébastien Ogier n'est pas là. Oui, j'ai vu qu'il n'était pas parti dans la spéciale, mais je ne sais pas quel est son problème. Alors on a eu l'information parce que très très gentiment Daniel Elena est allé se renseigner parce qu'il est plutôt bien informé dans le milieu du rallye et apparemment ça serait un problème d'alternateur sur la 207 de Sébastien Ogier. Ça c'est vraiment la panne bête, quoi. Bon, ça ne changera pas sa carrière, au moins c'est ce que l'on peut dire, hein, avec les concurrents également maintenant qui passent. Voilà, on voit passer les Group N, les vrais Group N, puisqu'on sait que les S2000 et les Group N sont mélangés dans la même catégorie, mais on voit passer donc les 4 roues motrices turbo, ce qui va nous permettre quand même de faire un petit clin d'œil aux 2 autres catégories qu'on a dans ce championnat IRC. Quand même, on a les Group N avec en tête de ces Group N le Suisse Olivier Bury avec sa Subaru, et aussi le 2 roues motrices. Chris Prinsen, 12e au général avec une Clio 2 roues motrices, quand même, en sachant qu'on a quand même eu beaucoup de spéciales enneigées, verglacées. On a vu. Quand on voit à quel point c'est difficile déjà avec 4 roues motrices, on ose imaginer comment on peut s'en sortir avec 2 roues motrices. Voilà, alors l'important également, c'est l'arrivée de Mikko Hirvonen qui concède 2 secondes 6 donc à Juho Hänninen dans cette spéciale. C'est parfaitement maîtrisé. Hein. Voilà, tout à fait, c'est parfaitement maîtrisé. Et surtout, je crois qu'il faut rappeler que tout à l'heure, Mikko a voulu montrer qu'il était le patron en reprenant 7 secondes 8 dans la dernière spéciale de la première boucle
C'était très important psychologiquement et pour lui et pour montrer à Sébastien Ogier qu'il restait le patron. Et il a su à ce moment-là faire ce qu'il fallait pour reprendre cette seconde 8 à Sébastien. Voilà, il est en train de nous dire, Miko, qu'il ne sait pas absolument pas ce qui s'est passé pour Ogier. Alors on lui dit, et Sébastien a abandonné à cause d'un problème mécanique. Ouais, c'est dommage, on se faisait une belle bagarre. Bon, il reste une spéciale maintenant. Et je vais essayer d'être plutôt prudent, nous dit-il. C'est là, je pense qu'on peut dire qu'il est vraiment dommage que Dany Sordo et surtout Sébastien et Daniel ne soient pas là ce soir. Parce que là, ce serait vraiment, ce serait vraiment super que l'on puisse voir tous ces pilotes s'affronter sur ce rallye de Monte-Carlo qui est une fois de plus magnifique cette année. Exactement, et on partage cet avis. On est en train d'approcher d'une page de pub. Alors je vais vous donner la parole juste après Daniel, mais c'est juste pour pas qu'on se fasse couper. Juste, on refait le point. Juha Nyinen est à maintenant 1 minute 22 de Mikko Hirvonen au classement en général. Voilà les positions qui sont bien établies maintenant. Les deux pilotes Skoda qui derrière se contenteront de cette 2e et 3e place. On marque une pause et puis on revient en direct pour la fin de cette nuit du Turini.